Salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle vidéo critique Blu-ray film. Et aujourd'hui, bon, j'ai un invité, il s'appelle Romain, voilà. Et aujourd'hui, on va parler donc d'une saga d'une saga de jeux vidéo et donc d'un film qui nous tient vraiment à cœur. Surtout Romain est beaucoup plus fan que moi de la série. Et donc c'est la série Assassin's Creed et donc le film avec Michael Fassbender qui est sorti il y a pas très longtemps. Voilà, enfin pas très longtemps en tout cas en Blu-ray. Donc comme vous le savez, avant vraiment qu'on parte en débat sur le film, ce film est donc tiré d'une série de jeux. Là ils en sont, je sais plus, je crois au 5e ou au 6e, je crois que c'est au 6e, avec Syndicate. Si on suit l'histoire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'histoire, après il y a les deux, enfin qui a été 2.2, 2.3. Ouais, en gros, l'histoire, on est à 6. On est à 6 trames, on va dire, au niveau du jeu vidéo. Donc voilà, donc on en est à 6, entre guillemets, trames de jeu, avec donc effectivement au départ au 12e siècle, au 15e siècle, puis après on est au 18e siècle, et puis on va jusqu'à donc la révolution industrielle, je crois, en tout cas jusqu'à Londres, bien après donc la révolution française de 1789. Mais le film, il faut savoir que le film est une origin story, enfin quelque chose de complètement créé à côté donc de la série des 6 trames de jeux vidéo, mais on pourrait à peu près la placer au moment de Assassin's Creed 2 avec le personnage d'Ezio, pour ceux qui connaissent, qui se passe pour cette partie-là à la Renaissance en Italie. Voilà, parce que le film se passe donc pendant l'Inquisition espagnole, enfin la partie passée se passe pendant l'Inquisition espagnole, pendant la prise de Grenade justement par les Espagnols, par les églises, etc. Enfin c'est un peu compliqué dans le film, d'ailleurs on va revenir dessus, ça a ni queue ni tête. Parce que concrètement, déjà pour donner un avis sur le film, déjà qu'est-ce qui se passe, on suit donc un peu comme dans les jeux vidéo, un personnage qui s'appelle Kaloum, je crois, Kaloum je sais pas quoi, enfin le jeu par Michael Fassbender. Oui, Kaloum. Ouais, enfin, bon bref. Un nom bidon, parce que de toute façon le personnage est tellement pas charismatique, enfin en tout cas le personnage en lui-même pas charismatique pour dessous, donc concrètement son prénom, moi personnellement je l'ai oublié. Alors que dans le jeu vidéo, Desmond Miles, on s'en souvient très bien. Et donc ce mec-là a des liens de parenté avec les assassins, on va pas non plus forcément trop rentrer dedans, mais lui il est pas du tout assassin, mais pas du tout. Mais par contre il a des excès de violence, il est condamné à mort parce qu'il est emprisonné, il est condamné à mort parce qu'il a tué quelqu'un, et Abstergo, qui, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, est une société sous le joug donc des Templiers qui sont les ennemis des assassins. Il est récupéré par cette entreprise-là et est utilisé comme dans les séries animées, enfin dans les séries de jeux vidéo, par Abstergo pour justement revivre son passé dans l'Animus. Et donc là, être lié à un de ses ancêtres, et qui là est Aguilar, qui est donc un assassin de l'Inquisition espagnole. Voilà, c'est à peu près ça le scénario du film, donc je pense que c'est comme dans les jeux vidéo. Les Templiers, de toute façon, donc, seul objectif, c'est d'aller récupérer les fameux fragments d'Éden. Et là, comme dans les jeux vidéo, le premier fragment qu'ils veulent chercher, c'est la pomme. Voilà, concrètement, c'est ça. Donc maintenant, on va chacun, tous les deux, parler un petit peu de ce qu'on a aimé, de ce qu'on n'a pas aimé. Et on va commencer vraiment par la partie scénario. Et Romain, je vais te laisser la parole pour cette partie-là. Qu'est-ce que tu as pensé du scénario de ce film? Alors, le scénario en lui-même est assez bien construit parce que ça reste dans l'optique d'Assassin's Creed. Alors voilà, on l'utilise de temps en temps, il y va de temps en temps l'Animus. Je vais aller chercher, je vais revivre des actions. Hop là, d'un coup je vais dire, cette pomme elle est cachée là, on ressort, il y a des informations, on retourne, on redit, on est plus précis, on revient. Au début, il se demande ce qui se passe, ce qui est normal. Après, il dit, c'est normal, je suis un peu avec eux, parce qu'ils disent qu'ils font rien trop de mal, donc ok, je suis avec eux. Et après, au final, non, je me rebelle, voilà, je mets avec les assassins, je deviens un assassin, et même dans la vraie vie. Donc le seul petit problème qu'il peut avoir dans le scénario en lui-même est qu'il peut se rebiffe un peu trop vite d'un seul coup en sortant de l'anime. Oui, c'est vrai qu'il y aura beaucoup de parties spoil dans cette vidéo, on va pas non plus commencer à catégoriser qu'est-ce qui est pas spoil et spoil. Voilà, c'est que concrètement, parce que comme je vous disais, le mec est pas un assassin, il sait juste qu'éventuellement son père en était un, mais il connaît pas vraiment la cause, qu'on appelle le credo des assassins. Il connaît rien de tout ça, limite il participe, il aide, en gros il aide
volontairement les Templiers, enfin ils sont bas les steaks quoi, ils sont là, ils l'ont sorti de la peine de mort, bah voilà, bah, il fait ce qu'il lui demande, puis basta quoi. Mais c'est vrai que dans le film, le revirement, le fait qu'il passe du côté des assassins, se fait en un claquement de doigts et limite on se dit mais pourquoi? Pourquoi? En plus le pire c'est que quand il rentre dans l'animus, justement à ce moment-là il se synchronise à fond, le mec on a l'impression que bah il est pour les Templiers quoi. Et c'est en faisant le fameux saut de la foi là, qu'il explose l'animus et que bah d'un seul coup bah il change de côté et il devient un assassin. Et là effectivement c'est bizarre, ça fait en un claquement de doigts, on se dit merde on a loupé quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui effectivement ce qui se passe dans le passé lui montre vraiment la cause des Templiers et la cause des assassins, concrètement. Mais c'est pas forcément hyper bien foutu et c'est vraiment dommage. Alors que pourtant, et c'est là que moi je kiffe le scénario, c'est qu'ils ont essayé de créer quelque chose de nouveau, de novateur dans le sens où même si Desmond Miles au départ dans le jeu vidéo il sait pas forcément trop qui il est, de quel côté il doit être, etc. Et même des fois des personnages dans le passé, comme par exemple je prends l'exemple d'Edward Kenway qui est un pirate dans Assassin's Creed 4 Black Flag, où justement il cherche un peu assassin, templier, pirate, il sait pas forcément où est-ce qu'il est. Et là il remet ça en film dans le sens où c'est dans le présent que le mec sait pas forcément à quelle situation il doit se poser. C'est cool, c'est sympa, on apprend vraiment quelque chose de nouveau. Et le problème c'est que justement à ce moment-là, et je pense qu'on est d'accord tous les deux, c'est qu'il y a pour moi pas assez de moments dans l'animus. Je pense qu'on est... Ou voilà, c'est que après j'ai pas forcément de problème avec le fait qu'il y ait plus de moments dans le présent, parce que de toute façon c'est même dans le présent c'est bien tourné. Il y a aussi parfois quelques scènes d'action comme dans le passé. Moi le seul problème que je trouve, parce qu'au final quand on regarde bien on peut limite arriver à du moite-moite. Le seul problème c'est que quand on va dans le passé c'est que en fait de l'action où les gens se battent. Et il n'y a pas forcément d'histoire plus poussée en fait dans le passé pour connaître plus le passé d'Aguilar. Alors que dans les jeux, les 3/4 voire plus du temps on est dans le jeu, et limite on connaît beaucoup plus l'assassin que le mec. Parce que le mec du présent dans les jeux on le connaît, mais au fur et à mesure de tous les jeux qui arrivent en fait. C'est parce qu'on suit son histoire. Alors effectivement dans les jeux du coup on passe plus de temps avec l'assassin parce que nous on le connaît pas. C'est ça, ils ont dans ce film, ils ont voulu trop charger l'histoire, et pourtant qui est pas non plus hyper ouf, hein, trop l'histoire de Kellum, là, de Calem, enfin le mec Lynch. Qui est dans Lynch, qui est dans le présent. Ils ont voulu trop se concentrer sur lui, alors que pourtant il développe pas non plus de ouf son histoire. Enfin je veux dire, son père on sait c'est un assassin, mais à part ça, on sait que sa mère, éventuellement ça peut être un assassin aussi. Oui, son ami. Ouais voilà. Ouais, c'est pour le credo. Ouais, c'est acté pour le credo, c'est vrai. Mais voilà, donc c'est ce que elle se fait tuer parce que bref, c'est une histoire de sang, là faut voir le film, je vais donc tout spoiler. Mais effectivement, Aguilar, on connaît rien de sa vie. On sait pas d'où est-ce qu'il vient, pourquoi il a participé, enfin pourquoi il est dans le credo. On sait juste que c'est un assassin et que dans le film, sa mission c'est de récupérer la pomme d'Éden et de la protéger et de sacrifier sa vie éventuellement pour protéger ce fragment d'Éden. Fragment d'Éden qu'on connaît un petit peu, qui nous présente un petit peu, mais bien sûr il n'y a pas toute l'étendue, on va dire, déifique qu'on va pouvoir voir dans les jeux vidéo, même si c'est sûr qu'il faudrait développer un film beaucoup plus long, mais justement il manque ça pour revenir sur le scénario, puis pour comparer un petit peu au jeu, juste pour la partie, on fera une partie comparaison vraiment au jeu un peu plus loin dans la vidéo, mais l'implication dans le scénario des personnages, on va dire, historiques, et comme tu disais, de la partie vraiment historique de l'Espagne dans le film, est quasi nulle. On sait pas du tout où est-ce qu'on est, on sait à peu près où est-ce qu'on est et quand on est, mais on connaît pas les implications. Par exemple, là dans le film, on apprend que la pomme est détenue par un prince ou un roi musulman, ou je sais pas, par un maharaja ou je sais pas quoi, que son fils a été kidnappé par les Espagnols, mais les Espagnols, on sait pas qui est gentil, qui est méchant, on sait pas qui est là, pourquoi, le comment. L'histoire du passé est pas du tout expliquée, c'est juste, voilà, ils nous présentent là pour nous faire des phases de combat et c'est tout. C'est vraiment ça que je reproche au film, alors que le scénario aurait pu être vraiment largement plus stylé. Parce que pour revenir sur l'histoire en Espagne, j'ai vu quelques similarités, justement avec la même histoire qu'il y a dans Ezio. Alors c'est peut-être de là qu'ils ont fait une référence, mais un peu bizarre, parce que dans l'histoire du jeu, c'est Cesare, c'est le pape, c'est le Vatican.
Et c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire. Il y a eu le côté religieux derrière la pomme d'Eden avec le pape qui disait ouais bah on veut la pomme, voilà, pour c'est un truc radical, bordel. Et un peu bah on appelle le big boss, là, le chevalier noir, qui correspond un peu au gros chevalier qui est là pour le défendre justement, et c'est lui qui charge tous les assassins. Ouais, c'est vrai qu'il y a une petite clin d'œil. Après, c'est logique entre guillemets, parce que les deux se passent, que le jeu comme le film se passe quasiment dans les mêmes époques. Où justement le clergé, l'église, a vraiment la mainmise sur la guerre et sur tout ce qui se passe quasiment dans le monde en fait. Ou en tout cas dans les pays qu'on va appeler les pays européens. Voilà, les pays occidentaux entre guillemets. Voilà, bon. Ça c'est pour l'histoire. Maintenant on va pouvoir vraiment parler des personnages qui sont pas oufissimes. Dans le sens, alors que c'est vraiment dommage. Enfin, Lynch, le personnage de Michael Fassbender, que ce soit Lynch ou son personnage dans le passé, sont sous-exploités. Surtout Aguilar. Aguilar, comme je disais, on n'en parle pas forcément du tout. Lynch, on apprend un petit peu de son histoire, mais c'est pas ouf. Michael Fassbender n'est pas forcément au maximum de son jeu, et même des fois, je trouve qu'il surjoue. Genre quand il se fait choper par l'animus, normalement il chante, etc. Oui, il joue un peu fou, oui. Ouais, c'est ça, il joue la folie, mais il joue la folie. Enfin, on a l'impression qu'il le fait exprès en fait. Voilà, c'est ça. On a l'impression qu'il le fait exprès. Et justement, c'est là que on sent qu'il joue un rôle en fait. On pas l'impression que c'est vrai. C'est ça, et c'est pour ça qu'on se dit merde, est-ce que justement à ce moment-là, il a déjà compris le credo des assassins, et est-ce qu'il ne veut pas jouer un rôle devant les Templiers pour reprendre le contrôle? C'est ça qu'en fait qui est compliqué à comprendre dans cette histoire, et c'est ça qui est dommage. Et bon, on parlera de Marion Cotillard. Vous en faites pas, on va en parler. Mais concrètement, sinon il y a également celui qui joue le rôle de son père, qui est un Jeremy Irons, qu'on voit dans le Batman vs Superman, il joue le rôle d'Alfred, qui est un acteur que je kiffe, et là franchement, c'est l'un des personnages que je préfère. Le fameux, donc qui joue le père de Marion Cotillard dans le film, qui est le directeur de la société Abstergo, de là où on est, là en Espagne, qui se croit qu'ils sont à Madrid ou un truc comme ça. Lui il joue vraiment bien, et il joue vraiment le rôle du Templier, tu vois. Il joue le rôle du fils de... Voilà. Il joue le rôle de l'enfoiré, quoi. Le mec, il fait croire limite à sa fille qu'en gros, ils veulent juste éradiquer la violence, mais qu'au final, leur seul objectif, comme dans les jeux, c'est d'éradiquer les assassins, quoi. C'est leur seul objectif, c'est leur seul but. Hein. Et c'est ça, et là, c'est là que c'est bien. C'est là que c'est bien foutu, etc. Et d'ailleurs, pour revenir sur un truc, gros spoil, hein, ils trouvent la pomme d'Éden. Les Templiers trouvent la pomme d'Éden. Hein, à la fin, enfin, parce qu'eux, ils ont accès à l'animus. Ils voient qui, justement, a la pomme d'Éden. Spoil aussi, c'est Christophe Colomb. Enfin, Aguilar le donne à Christophe Colomb, qui apparaît 3 secondes à l'écran. Et ils apprennent que, justement, la pomme est enterrée là où est enterré Christophe Colomb. Les Templiers... À la base, les Templiers gèrent l'église depuis des dizaines et des centaines d'années. Les mecs sont pas foutus de savoir que la pomme d'Éden est chez eux. Ouais, on est parti sur le scénario, on va revenir sur les personnages. Donc oui, Jeremy Irons, c'est vraiment assez intéressant comme personnage. Mais Marion Cotillard, qui avait un putain de personnage qui pouvait être tellement bien exploité, avec ses revirements en plus, on s'est dit, ça se trouve dans le film, elle va virer de bord, dans le sens où elle était Templier, mais elle veut juste éradiquer la violence. Et ça se trouve, elle va peut-être passer du côté des assassins. Et même, en plus, on a l'impression qu'elle va le faire, parce que, gros spoil aussi, elle laisse Lynch tuer son père. C'est-à-dire, Lynch arrive, il est rentré dans l'assassin moderne, il lui dit, je vais bousiller ton père, et ok, vas-y, je te laisse le faire. Par contre, quand il le tue, une fois qu'il l'a tué, ah, je vais tuer Lynch, il a tué mon père. Alors, je sais pas ce que toi tu penses du personnage de Marion Cotillard, mais... Moi, le problème avec Marion Cotillard, c'est ce que j'appelle le syndrome Katniss. Alors, pour ceux qui suivent Hunger Games, voilà, c'est l'héroïne de Hunger Games. J'ai rien contre elle et c'est uniquement personnel. Mais pour moi, c'est fais la colère, fais la tristesse, fais la joie. Il n'y a pas d'émotion. En fait, elle fait pas passer quelque chose à reste. Au début, en fait, la première fois qu'on la voit, donc quand elle est devant Lynch, quand il se réveille complètement bourré par la drogue, j'ai cru que c'était un robot en fait. En fait, elle parlait de la même façon et de manière numérique. Je suis là pour t'aider, vous êtes là pour m'aider, tout va bien. C'est des Max dans les trucs de Disney, quoi. Donc, oh putain. Ah non, mais Marion Cotillard, et pourtant c'est dommage parce qu'elle jouait potentiellement bien quand même au début du film, c'est qu'à la fin que ça partit en sucette, et que d'ailleurs son personnage part en sucette
à la fin du film, concrètement, tu te dis, mais les mecs, ils ont viré de bord à la fin du film, ils se sont dit, ah bah merde, non, à la finale, elle est trop gentille, on va regarder méchante. Non, surtout qu'en plus, pareil, gros spoil, bon, enfin, faut le voir quand même, quand Lynch détruit l'Animus, il y a tous ses ancêtres qui viennent autour, donc son père, sa mère, les deux sont morts, et également ces différentes, on va dire, ces différents ancêtres, voilà, merci, assassins, qui portent justement, et là c'est un joli clin d'œil, quasiment toutes les tenues d'assassins qu'on a pu connaître, et surtout celui qui est vraiment mis en avant, c'est celle d'Arnaud, du français, dans la Assassin's Creed 5, le jeu vidéo. Parce qu'on la voit, la tenue bleue avec le gros col comme ça, elle est facilement reconnaissable, et ça c'est stylé. Et quand Marion Cotillard, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, quand elle regarde cette espèce de nuage avec les ancêtres, alors qu'elle n'est pas connectée à l'Animus, ça c'est quand même assez chelou, elle voit un des ancêtres assassins qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Donc, concrètement, ça veut dire que potentiellement la mère de Marion Cotillard dans le film, ou éventuellement, comme dans le jeu Assassin's Creed 3, hein, ça se trouve, son père, il avait un père assassin, et il est devenu un templier lui aussi. Mais concrètement, c'est ça que Marion Cotillard est liée aux assassins. Et le problème, c'est que vu qu'elle n'est pas connectée, est-ce que ça veut dire pas qu'elle serait la sœur de Lynch, mais qu'il y aurait une connexion à un moment donné. Plus à l'ancêtre, mais de la fille, en fait. Peut-être de l'amie de Aguilar pendant le truc, c'est la fille à son qui joue avec lui. Parce qu'à un moment, quand on voit les ancêtres, justement, on voit en plus aussi la fille, c'est justement celle qui était amie avec Aguilar. Ouais. Et juste après, justement, on voit celle qui ressemble comme 2 ou 2 avec. Peut-être, donc. D'accord, ok. Ouais, enfin, dans tous les cas, normalement, Marion Cotillard elle est censée être liée aux assassins. Enfin, de toute façon, c'était logique. Sa façon de penser dans le film, c'était logique. Mais bon, et donc c'est ça que les personnages sont un peu bâclés, et c'est vrai que pour revenir un peu sur l'image, là, c'est l'image que j'ai kiffé, c'est de voir Lynch et 2 assassins en assassin moderne. Et là, franchement, limite, en fait, c'est en gros tenue de Neo dans Matrix avec une capuche. Mais rien que ça, c'est stylé. D'ailleurs, justement, on va pouvoir parler enfin de la partie vraiment, on va dire, correspondance au jeu vidéo. Parce qu'il y a quelques petits trucs, d'ailleurs qui sont hyper stylés, d'autres trucs qui sont limites et d'autres trucs qui sont un petit peu trop tirés par les cheveux. Et Romain vous en parlera. Oui, et des trucs surtout qui manquent aussi. Parce que je pense qu'on va parler directement de la chose principale qui est l'Animus. L'Animus dans la série des jeux vidéo, c'est une table, tu ne fais pas d'opération, il y a un scan qui vient devant leur gueule, ça leur branche le cerveau et ils partent dans l'Animus. Alors, ils partent dans le passé. Alors, c'est beaucoup plus simple à entre guillemets, installer et à transporter que la version du film. Oui, il se transporte. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant comme nouvelle interprétation. Parce que même si là, il faut une caisse énorme, il faut un grand bras mécanique, robot, etc., des trucs qui se plantent un peu partout, là, des espèces de péridurales, etc., j'ai trouvé ça assez intéressant. En plus, le fait de pouvoir restituer les mouvements, le fait que le corps bouge en même temps. En plus, parce que dans les jeux, effectivement, donc après quand on avait par exemple des Small ils savaient se battre. En fait, après dans le temps, on savait pas trop comment ils savaient se battre, ils avaient les mêmes mouvements. C'est ça. Là, Stanimus, il fait plus le lien, on sait pourquoi, parce que Stanimus, voilà, c'est un bras, il fait les mouvements, on le voit, il évolue dans la salle, etc. On le voit, et après, même il se bat à la fin avec les guerres qui arrivent, donc c'est plus. Ça explique mieux en fait. Ouais, c'est plus logique, on va dire, dans ce truc-là. Et on va dire que l'Animus s'est bien reproduit. L'univers, on va dire, la transition est assez stylée. Les cascades sont plutôt bien réussies, comparé au jeu. Ouais. La pomme d'Éden, moi je dis oui, dans la logique, dans voilà, pour l'instant, mais il n'y a pas de souci. Mais il y a des points, genre par exemple le saut de la foi. Le saut de la foi, en plus, je vous montrerai la jaquette, en plus, là, je vous la montrerai après, là. On voit le saut de la foi, on voit le début du saut de la foi dessus. Et même dans le film, le mec va faire un saut de la foi. Et le plus gros saut de la foi de ce truc, on aurait voulu voir le mec, c'est à plus de 50 mètres de haut, je sais plus à combien. Il fait un putain de saut de la foi, et là il l'arrête au milieu. C'est en faisant le mec qui rentre en milieu. Voilà, c'est ça. Le mec, il désynchronise, il bave et tout. Les mecs, vous voulez nous présenter un saut de la foi, mais faites-le carrément. Mais faites-le limite bugger, mais quand il atterrit dans la pomme de foi, quoi. Mais non, ils ont arrêté le saut de la foi. Et surtout qu'en plus, au final, le seul saut de la foi, en plus c'est un pseudo saut de la foi, c'est qu'à la fin il est encerclé sur un pont, et donc on voit il y a une sorte de rivière, voilà, avec plein de ça qui est assez profond.
et il fait son saut. Alors au début il saute normalement, il reçoit un seul coup une flèche, il enlève et là il se remet en position de saut de la foi, mais quand tu regardes comparé au jeu, le saut de la foi en fait il fait tout le long du saut, c'est-à-dire qu'au début il saute avec les bras écartés, au début il est droit, après au milieu il commence à tourner, il atterrit au final sur le cul, enfin sur le dos après un peu de foin. Là c'est non, il saute, il est droit, après en fait il se met en position, il fait la pirouette en 2 secondes, et il tombe en fait, après il se remet droit, il jette un couteau pour faire voilà. et il tombe en fait. En gros, il se fait une pirouette pendant pour jeter un couteau pour atterrir dans la flotte. Pour jeter le couteau c'est logique, hein, parce que de sauter une hauteur comme ça dans l'eau, sinon c'est comme tomber sur béton, là tu crèves. C'est normal que tu fasses un trou d'eau, bon après c'est une dague, c'est un peu bizarre. Sachant qu'en plus le couteau, enfin, si tu le lances droit, si tu fais comme ça, tu arrives sur le couteau. Voilà, et même pour ceux, enfin voilà, même pour un film qui a rien à voir, hein, ceux pour les triple X, là il disait. Ah oui, c'est vrai. Voilà, pareil, le mec qui saute d'un pont, pour faire un trou d'eau, le mec il a tiré avec un gros pistolet. Enfin, je crois qu'il tire avec 2 lance-grenades. Enfin, il a fait limite, il a lancé une grenade dans l'eau pour que ça fasse une explosion et qu'il puisse rentrer tranquille. C'est ça. Bon, on va pas s'arrêter là-dessus, c'est plus le saut de la foi et voilà. Enfin, normalement il dure tout le long et là il dure 2 secondes. Et c'est dommage. Alors que pourtant, bon, ils nous font les petits clins d'œil bien sûr. Normalement, enfin, ils font une contre-fuite dans la ville de, je sais plus, c'est de Grenade. Et normalement, ils sautent une botte de foin, mais à 3 mètres de haut, ils font juste pouf. Donc on se rend surtout que c'est un ennemi quoi en fait. En plus, oui. Enfin, c'était plus. Enfin, ils savaient la référence et on s'est dit, bah vu qu'on l'a raté avec le saut de la foi, bah, on va le tourner peut-être en un moment un peu comique en disant, ouais, bah, on va pousser un ennemi, non. C'est ça. Bon, après, par contre, c'est vrai que le Grenade est bien fait dans le sens où c'est comme dans les jeux vidéo, la ville est remplie de prises pour escalader. C'est un vrai parcours, la ville, il y a des trucs partout. Après, ils se démerdent un peu. Ouais, il n'y a pas vraiment genre, il n'y a pas des prises de varab qui sortent. Oui, non, il n'y a pas des prises, mais dans le sens où il y a carrément des bordures à chaque fois. Genre, par exemple, les petites fenêtres qui sont pas encastrées, mais justement qui sont dans l'autre sens, qui ressortent des maisons. Ça, j'avais kiffé les voir parce qu'ils sont dans quasiment tous les films Assassin's Creed, surtout les. Je te donne un cours d'architecture, c'est normal. Ouais, bah voilà. Mais en gros, les fenêtres qui ressortent, c'est un clin d'œil au dessin, enfin au jeu vidéo, et c'est vrai que c'est assez stylé. Mais comme tu me disais avant de faire la vidéo, oui, dans les jeux vidéo, les personnages sautent sur des cordes. Mais là, on dirait qu'ils volent. Dans les jeux vidéo, les cordes, ok, bon, c'est des cordes qui sont assez tendues et ça reste des trucs genre qui, enfin, limite, parfois c'est plusieurs cordes qui n'ont que des autres, donc ça fait genre 30 cm de large, donc des clients, même des assassins qui ont un très bon sens de qui, donc ils arrivent à marcher dessus. Mais là, ils sautent de corde à linge à corde à linge. Ouais. Donc des trucs qui sont même pas tendus, qui sont voûtés comme pas possible. Et où il y a le pont en plus déjà, parce que tout le linge est déjà entendu, et ils sautent normal, de corde en corde, genre comme s'ils marchaient. C'est ça. Des fois, il y a des trucs qui ont un peu trop exagérés. Voilà, c'est ça. Puis d'ailleurs, le dernier truc, et c'est dommage parce qu'ils auraient pu l'exagérer, enfin ils auraient pu le faire, ça aurait peut-être été un peu kitsch. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est la fameuse vision d'Ali. C'est un des trucs phares parce que même dans le jeu, ça te sert vraiment en plus dans le jeu quand il est à certains endroits, la vision d'Ali, c'est le truc, voilà, je vois en fait ceux qui sont alliés, ceux qui sont ennemis, et je vois Tassi, voilà, elle qui apparaît en doré. Bon, c'est un truc un peu banal, mais voilà, parfois ça sert à trouver des objets, ça sert à déterminer un ennemi bien particulier dans la zone. Il n'y a pas eu ça. Après. Parce que justement, c'est l'un. Je pense qu'ils ont pas pu faire ça parce que c'est l'un des problèmes qu'on a au début avec l'histoire. C'est que avant, dans les jeux, l'histoire est plus poussée, donc on suit vraiment le personnage, donc parfois il est pas tout le temps en combat, enfin il fait sa vie, tout ça. Et c'est pour ça, il a des missions, il vient, mais voilà, faut qu'il s'infiltre dans des endroits pour savoir où ils sont ennemis, tout ça. Là, on rentre directement dans l'action. Et ça se trouve, en plus, au final, s'ils avaient plus poussé l'histoire, effectivement, en fait, à chaque fois on les voit déjà dans les bâtiments, sur les toits de ça, mais tu dirais, ça se trouve, en fait, la vision règle est déjà passée, en fait. Ils sont arrivés là parce qu'ils ont fait les règles, ils ont vu qu'ils étaient là, et là, ils sont arrivés. Et ouais, c'est quand même un des principes phares de Assassin's Creed, ils l'ont pas fait. Il aurait fallu en gros pousser beaucoup plus le film, surtout la partie histoire en fait. Enfin, la partie, quand je dis partie histoire, partie historique, partie Grenade, partie Espagne. Ils auraient dû beaucoup plus pousser, quitte à faire un film, là le film dure 2 heures. Faites un film de 2h30 les mecs. Vous imaginez même pas le nombre de fans qui regardent ce film. Blindé quoi, blindé, allez-y. Il y aura toujours des gens qui iront voir le film. Mais c'est un peu dommage. Et c'est pour ça, et d'ailleurs aussi, il y a également une référence, je sais plus si on en a parlé, c'est le fameux Repose en paix. Oui. C'est surtout ce que j'avais dit avant la vidéo, mais ça c'était plus. Enfin, c'est une nouveauté personnelle quand j'avais vu le film, c'est qu'il avait 2 occasions de faire ça
quand il a tué à la fois là, le chevalier noir en plus où il a pris genre 2 minutes à. Enfin, il a pris à chaque fois 30 secondes à le découper, à le couper de à la fin, à le tuer. Ce moment-là, et le moment à la fin où il tue le chef un peu. Enfin, entre guillemets, chez les Templiers là, qui a réussi à la pomme donc dans le temps présent. C'est le repose en paix, donc on connaît donc, sous Ezio, que c'est le seul à l'avoir dit. Plus c'est, ouais, ça, je crois dans le seul. Mais c'est le seul à l'avoir dit ou dans le sens, enfin Altaïr disait une autre phrase, mais c'est la dernière. Oui, ça, mais en fait, ça, ouais, voilà, mais donc si on t'en tient surtout celle d'Ezio, parce qu'en plus, qui a duré pendant 3 jeux. 3 jeux, ouais. Qui est le Requiescat Pace, donc en italien, donc, qui est le fameux repose en paix à chaque fois qu'il tuait l'assassin. Et voilà, et ça c'était dans le sens dommage où il y allait. Enfin, c'était un clin d'œil, comme disait Romain, il pouvait le faire 2 fois. Ça aurait pu le faire les mecs, enfin, en plus, enfin, je suis désolé, Ubisoft c'est derrière. Bref, c'est dommage. Bon, on a beaucoup traitement notre avis sur le film. Alors, c'est une bonne interprétation, c'est une bonne adaptation de la série. On va dire que l'univers, l'intérêt, on va dire le contexte des jeux vidéo est bien retranscrit, mais c'est pas suffisant. Il aurait fallu soit un film plus long, ou un film plus poussé, un scénario peut-être plus travaillé, des personnages peut-être plus détaillés, pas en faire non plus tant que ça, genre les assassins qui servent à rien ou des trucs comme ça. Même par exemple l'assassin qui avait Aguilar dans l'Espagne. C'est sa meuf, c'est pas sa meuf, on sait pas qui c'est. Donc il y avait plus de matière, je pense. Ça reste un bon film, ça reste un bon divertissement, ça dure 2 heures. On passe un bon moment devant et on retrouve l'univers, on retrouve le truc d'Assassin's Creed. Mais ils auraient pu aller plus loin et de toute façon, vu comment finit le film, ils vont en faire un deuxième, j'imagine. Mais par contre, et là j'ai vraiment peur, c'est qu'en fait qu'il n'y ait pas d'Animus. Ou en fait, non, ce que je pensais, ils vont peut-être cette fois recréer celui qu'on connaît, quoi, dans la machine. Peut-être, effectivement, ce serait un bon truc. C'est comme si gros, c'était le prototype, genre le truc est normal comme à chaque fois, et après on minimise le truc. C'est ça. Parce que, après, c'est sûr que c'est logique dans le sens où ils vont obligatoirement devoir aller dans le passé pour trouver les différents emplacements des différents fragments d'Eden. Parce que la pomme d'Eden n'est pas le seul fragment. Normalement, je pense que le film va s'en aller vers ça. C'est-à-dire que Marion Cotillard, avec Templier, va avoir pour mission de buter les assassins et de récupérer les différents fragments d'Eden. Et les assassins vont avoir pour mission de récupérer les fragments et de les protéger. Comme dans les jeux vidéo, ce sera pareil. Donc j'espère qu'ils vont se tourner là-dessus et j'espère que le deuxième film sera beaucoup plus poussé et qu'on découvrira, on va dire, de nouveaux assassins et ce sera beaucoup plus détaillé, des ancêtres un peu plus structurés. Et pourquoi pas voir au cinéma des personnages des différents jeux vidéo, quoi. Desmond Miles, je vois pas l'intérêt. En faire un clin d'œil, en faire un genre voilà, t'es pas le seul assassin dans la vraie vie, il y a eu Desmond Miles, etc. Et commencer un peu en vrai dans le côté déifique du truc. Mais par contre, voir des clins d'œil ou les voir carrément des assassins comme Altaïr, Ezio, Connor, Edward, Arnaud et je sais pas comment s'appelle celui de Syndicate. Et voilà, de voir ces personnages-là, moi je kifferais. Putain, je vois un personnage d'un. Après, faut choisir un putain d'acteur, même si pour certains on s'en bat un peu les steaks. Mais franchement, ce serait cool. Donc voilà, c'était notre avis sur le film Assassin's Creed, qui est la moyenne, un peu plus, concrètement. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Voilà. Alors, petite par contre, c'est bien sûr maintenant, pour ceux qui ne sont pas forcément intéressés par l'unboxing peuvent partir, je vous remercie d'avoir la vidéo jusque-là. Mais bien sûr, le principe de des vidéos critiques un Blu-ray, un film, c'est que le film est sorti en Blu-ray, hein, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, donc ça, je vous présente la version édition Steelbook limitée qu'on peut trouver à la Fnac, qui est assez sympa. Il y avait une version, il y a 2 versions Steelbook qui existent, comme pour Batman vs Superman quand il était sorti. Et pour d'autres films aussi, je sais plus forcément trop lesquels. Là c'est l'édition Fnac, donc avec vraiment le poster du film. L'autre c'est en gros, il est en fond blanc, il y a des images Assassin's Creed au milieu, et puis ils font un effet miroir pour ce qu'il y a en dessous. Je le trouvais moins classe. Et puis surtout qu'il était que, je crois, celui-là 5 € plus cher et que voilà, de toute façon c'est une édition encore plus limitée, donc je préfère. Et surtout que dans la version Steelbook classique, il y a juste le Blu-ray. Et que pour 5 € de différence, dans celle-là, on a quand même l'édition Blu-ray et je crois l'édition DVD. Voilà, il y a 2 CD dedans pour 5 € de plus. Le Blu-ray et le DVD. Et la version digitale.
Donc bon, c'est pas de la pub, hein, c'est pas un placement de produit, hein, je l'ai vraiment acheté. On avait d'ailleurs, de toute façon, il est vraiment stylé, son steelbook, mais le Blu-ray, le film est pourri, et d'ailleurs il manque un. Enfin pourri, il est pas terrible à certains moments, et il manque le Blu-ray 3D. Et bref, en gros, je le critique faisant exprès pour dire que c'est un placement de produit. Mais voilà, l'édition steelbook est vachement stylée, et ça fera un steelbook de plus dans ma collection. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner, pourquoi pas, hein, on sait jamais. Mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un prochain critique Blu-ray film. Salut tout le monde!